Yo, salut à tous, comment ça va? Donc là aujourd'hui encore une fois on se retrouve pour le format d'Inumitsu, c'est le fameux format où je réponds à vos questions. Et comme vous pouvez le voir c'est un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui je suis à l'aéroport. En fait là ce que je vais faire c'est que je vais rentrer en France pendant un mois. Ça fait longtemps que je n'étais pas rentré en France, ça fait à peu près 3 ans ou 4 ans je crois. Et en plus la dernière fois que je suis rentré c'était pendant peut-être 3 ou 4 jours seulement. Donc la dernière fois que je suis vraiment rentré en France pendant une longue période c'était il y a à peu près 8 ans. Donc ça commence à faire un petit bail quand même. Et donc là aujourd'hui pour ce d'Inumitsu c'est un petit peu particulier parce que je suis actuellement à Narita, l'aéroport de Tokyo. Je vais aller jusqu'à Paris, j'ai une escale entre deux et le but en fait c'est que à chaque arrêt que je vais faire, je vais répondre un petit peu à vos questions. Donc littéralement, on va aujourd'hui traverser le monde ensemble dans cette vidéo. Sur ce, écoutez, vous connaissez le format, vous connaissez l'adage, on va pas perdre plus de temps. C'est parti. Donc là je suis à l'aéroport de Narita à Tokyo et en fait c'est assez surprenant parce que j'avais déjà vu ça sur internet, j'ai vu des gens qui en parlaient, mais moi j'étais pas remonté dans un avion depuis le Covid, en fait j'étais pas retourné à l'étranger surtout. Et en fait il y a vraiment personne quoi, il y a vraiment personne. C'est que là dans mon vol je crois qu'on est peut-être une dizaine maximum et surtout tous les magasins, tous les restaurants qui se situent derrière la douane, ils sont fermés en fait. Et du coup ça donne un spectacle qui est assez incroyable à voir parce que j'ai jamais vu un aéroport vide comme ça. Est fermé donc c'est un petit peu chiant si jamais t'as faim, t'as soif. Sauf que au Japon il y a un truc qui est très bien et qui fonctionne vraiment bien, c'est les Jidō Ranbaiki. Donc du coup là j'ai mon vol moi dans une demi-heure à peu près. Donc je vais me poser un petit peu, je vais prendre le vol, je vais vous filmer un petit peu ce qu'il y a dans l'avion, tout ça. Et dès qu'on arrive à l'escale, je commence à répondre à vos questions. Bon du coup je suis bien arrivé à Abu Dhabi, c'est ma première escale et ça n'a rien à voir avec Tokyo. Les magasins sont ouverts, en plus Apple Pay fonctionne, ça c'est trop cool. Je peux payer tout avec mon téléphone, c'est génial. Et donc là ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de trouver un petit endroit, on va se poser et je vais commencer à répondre à vos questions. Du coup là je me suis posé là, il est 4h30, j'ai mon prochain vol qui est à 7h30 je crois, donc j'ai 3 heures devant moi. Donc écoutez, j'ai commencé à répondre à vos questions. D'ailleurs juste petite précision, je suis obligé de garder mon masque, j'ai pas le droit de le retirer à l'intérieur de l'aéroport. Donc juste pour ces questions là, voilà, pardonnez-moi, je garde le masque. Et ensuite deuxième précision, alors la dernière vidéo d'Inumitsu que j'avais fait, je l'avais fait avec ma sœur et du coup genre 90% des commentaires c'était par rapport à la relation que j'ai avec ma sœur, etc. Donc encore une fois je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions et pour cette vidéo exceptionnellement ce sera surtout des questions d'Instagram. Donc encore une fois si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, écoutez il est juste là, je vous le laisse 4 secondes, 4, 3, 2, 1. Du coup la première question elle nous vient de Imandine ou Aimandine, je sais pas comment ça se prononce, tu me diras si je me suis trompé. Pourquoi tu vas en France ? Tu pourras rentrer au Japon ensuite. Alors, ça fait longtemps que j'étais pas allé en France. La dernière fois que je suis allé en France, encore une fois, je crois que c'était il y a 3 ans ou il y a 4 ans. J'avais pas eu beaucoup de temps pour y aller, je crois que j'y étais allé 3-4 jours seulement. Et voilà, ça fait longtemps que j'avais pas vu ma maman, j'ai pu la voir à peine 4 jours, j'étais un petit peu déçu de ça. Donc voilà, là ça fait vraiment longtemps que je suis pas retourné en France. Je suis un petit peu stressé, je me dis voilà, je pense que les choses ont pas mal changé. En plus là, avec la crise du Covid et tout, ça arrange rien. Et du coup, pourquoi je vais en France ? En fait, j'ai pas mal de choses à faire là-bas. Déjà, par rapport à YouTube, je dois créer mon entreprise. Vous le savez certainement, tous les youtubeurs doivent créer leur entreprise quand ils se mettent sur YouTube. Donc voilà, là, je dois créer mon entreprise, je dois créer un compte bancaire professionnel en France, etc. Beaucoup de choses qui nécessitent que je sois sur place. Donc ça c'est la première raison pour laquelle je viens à Paris. Et la seconde, voilà, c'est pour voir ma mère, c'est pour voir mon petit frère, c'est pour voir un petit peu Louis en France aussi, peut-être tourner quelques vidéos, voilà. Enfin, j'ai pas mal de choses à faire en France mine de rien. C'est comme quand Louis vient au Japon. Louis à chaque fois il vous le dit, quand il vient au Japon, c'est pas des vacances, c'est vraiment du travail. Et ensuite, est-ce que je peux revenir au Japon ? Bien sûr, évidemment, je prendrais pas le risque si je pouvais pas revenir au Japon. À savoir que les frontières japonaises actuellement sont ouvertes seulement pour les gens qui ont un visa. Donc si vous êtes touriste, malheureusement vous ne pouvez toujours pas venir au Japon. Mais par contre, si vous avez déjà votre visa, vous pouvez faire la demande pour entrer dans le pays. Donc voilà, moi dans tous les cas mon visa il est à jour. Là je suis juste là pour un mois. J'ai précisé d'ailleurs à l'immigration tout à l'heure, ils m'ont dit combien de temps vous partez, est-ce que vous revenez, j'aurais dit oui, dans un mois je suis revenu et il n'y a pas de souci, j'ai mon visa,
voilà, je pourrai revenir au Japon sans aucun souci. Enfin, j'espère. Alors la prochaine question nous vient de Méli-Mélo-Focus et j'adore ton blaze, vraiment il est trop cool, j'adore ça. Comment ça se passe avec ta famille pour les voir, si vous vous manquez, etc. Alors oui, je t'avoue que c'est une des choses les plus compliquées quand tu habites à l'étranger, quand tu habites loin de ta famille, c'est que tu les vois jamais. J'en avais déjà parlé un petit peu dans un autre Dinomitsu, mais oui, forcément ma maman, mon petit frère me manquent beaucoup quand je suis au Japon et là en 10 ans en vrai je les ai pas vus beaucoup. C'est-à-dire que moi je suis rentré 2 fois en France, eux ils sont venus me voir 2 fois au Japon, donc on se voit à peu près une fois tous les 2 ans, 3 ans et c'est pas assez, c'est vraiment pas assez. En fait ce que j'espère aujourd'hui c'est que grâce à YouTube, je vais pouvoir un petit peu plus focus sur YouTube et pouvoir faire peut-être plus de voyages en fait, pouvoir venir plus souvent en France. Le but ce serait de pouvoir venir peut-être 1 fois, 2 fois par an, ce serait vraiment cool pour dire de voir ma mère, mon petit frère un petit peu plus souvent, pour pouvoir venir peut-être travailler de temps en temps, quitte à faire des collaborations avec des youtubeurs en France. Enfin, il y a plein de possibilités qui s'offrent à moi grâce à cette chaîne YouTube, grâce à vous tous. Et voilà, je me dis, si grâce à ça je peux voir ma famille un petit peu plus souvent, ça me ferait grave plaisir en vrai. Parce qu'il faut savoir que la raison principale pour laquelle je venais pas souvent en France, c'est que j'avais pas le temps tout simplement, avec mes boulots de modeling, etc. Prendre 1 mois par exemple pour aller en France, quand tu as des boulots de modeling, c'est pas possible. C'est très compliqué en fait de gérer son emploi du temps quand tu fais ce genre de boulot. C'est un des gros points noirs de ce boulot d'ailleurs. Donc je me dis voilà, aujourd'hui grâce à la chaîne YouTube, si j'arrive à focus un petit peu plus dessus, je vais pouvoir libérer un peu mon emploi du temps et pouvoir de temps en temps libérer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour venir en France ou autre part d'ailleurs. Une fois que le Covid sera terminé, moi je kifferais pouvoir faire des petits voyages par-ci par-là, vous faire des vlogs, vous montrer tout ça en vidéo. Enfin voilà, grâce à vous, grâce à cette chaîne YouTube, aujourd'hui j'ai beaucoup plus de possibilités que j'en avais avant et du coup voilà, je vous remercie vraiment énormément pour tout ça. Et sinon j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors prochaine question, elle nous vient de 5 minutes par ici. Est-ce que c'est un truc de 5 minutes craft ou je sais pas. Alors question idiote, tu penses, réfléchis, rêve en japonais ou en français? Alors ça pareil, je pense que j'y avais déjà répondu une fois et elle est très intéressante ta question parce que par rapport à ce que je fais ces derniers temps, ça change un petit peu. C'est-à-dire qu'encore une fois, maintenant la plupart des gens le savent mais je le précise, ça fait 10 ans que j'habite au Japon et je parlais déjà japonais avant de venir au Japon. Ce qui fait que ça fait vraiment très longtemps que je parle japonais et dans ma vie de tous les jours au Japon, je parle surtout japonais, plus que le français, plus que l'anglais, plus que n'importe quelle langue. Le japonais, ça reste ma langue principale. Ce qui fait que forcément, quand je réfléchis en japonais. Je réfléchis plus en français. Et ça fait déjà plusieurs années que je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que quand je compte, par exemple, je compte en japonais dans ma tête, je compte pas en français. Ou quand je dois réfléchir à des choses, quand je dois réfléchir à des projets, la plupart du temps, je réfléchis en japonais, je réfléchis plus en français. Et ça, c'est vraiment bizarre parce que des fois, je suis avec des Français, par exemple, et du coup, on discute forcément en français. Le français reste ma langue maternelle. Mais quand on commence à brainstorm sur des choses, moi, dans ma tête, je réfléchis en japonais. Et du coup, souvent, le premier mot qui va sortir de ce brainstorm, ça va être un mot japonais, pas un mot français. Et vraiment, ça crée comme ça des décalages, des fois, c'est super drôle, c'est vraiment drôle. Et par contre, pourquoi je vous disais que ça avait tendance à changer, c'est que ces derniers temps, en travaillant avec Ici Japon Corp, en voyant Louis, Tev, Massa, tout ce groupe de Français autour de moi, forcément, je parle plus français que je l'ai parlé jusqu'à maintenant en étant au Japon. Et donc le fait de parler plus français, forcément ça m'amène à réfléchir plus en français. Et du coup je me rends compte que par exemple au niveau de mes rêves, tu m'as posé la question, d'habitude je rêve en japonais, mais vraiment tout le temps en japonais. D'ailleurs petite parenthèse, truc très drôle, même quand je rencontre des gens français, par exemple de mon entourage, dans mes rêves, ils me parlent en japonais. Alors qu'ils parlent pas en japonais dans la vraie vie, on parle en français tout le temps. Mais dans mes rêves ils me parlent en japonais. C'est assez bizarre, fermeture de la parenthèse. Et du coup ces derniers temps, même dans mes rêves en fait, je commence à refaire des rêves un peu en français. Alors souvent c'est mélangé, c'est japonais, français, il y a même un petit peu d'anglais qui se glisse parfois. Mais voilà, je fais vraiment des rêves un petit peu internationaux. Je fais des rêves dans toutes les langues en vrai. Mais voilà, globalement, je parle surtout japonais, je réfléchis surtout en japonais, je rêve surtout en japonais, mais ça a tendance à changer et le français revient un petit peu dans ma tête, là, dans ma petite tête. D'ailleurs, je pense que vous avez remarqué que j'arrive à mieux m'exprimer en français qu'au début de la chaîne. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors la prochaine question, qui est une question très intéressante, elle nous vient de Lily Rosemoon qui nous dit: comment sont perçus les hypersensibles? Les japonais sont-ils compréhensifs envers eux? Alors encore une fois, je suis très hypersensible, mais vraiment j'ai un degré d'hypersensibilité assez haut et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez pénible à vivre de temps en temps. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment j'ai vraiment tendance à overthink, à trop réfléchir, tendance vraiment à être ému, choqué, à être touché par des choses très facilement et ça peut créer des décalages au niveau sociétal, forcément. Je pense que s'il y a des hypersensibles parmi vous, vous allez me comprendre, mais voilà, c'est assez compliqué parfois au niveau de la société parce que les gens comprennent pas forcément notre manière de réfléchir, notre manière de ressentir les choses. Et donc au niveau du Japon, j'ai pas vraiment l'impression que les Japonais comprennent mieux mon hypersensibilité que des Français, mais par contre il y a une chose qui est vraiment très différente au Japon par rapport à la France, c'est qu'il n'y a pas de jugement. J'ai pas souvent ressenti le jugement de la part des Japonais quand ils ont vu que j'étais ému pour quelque chose, quand ils ont vu que j'étais touché, quand ils ont vu que j'étais un petit peu renfermé sur moi-même, etc. Les Japonais jugent pas la plupart du temps, ils ont pas ce truc de jugement que les Occidentaux peuvent avoir. Et c'est vrai que ça c'est assez cool, c'est assez rassurant et ça enlève vraiment un poids dans la vie de tous les jours. Enfin voilà, c'est vraiment un sujet qui est un petit peu complexe à traiter. Je me dis que ça pourrait être intéressant de vous en faire une vidéo d'ailleurs. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Mais dans tous les cas, moi je vois une grosse différence entre ma vie d'avant en France et ma vie actuellement au Japon.
par mon hypersensibilité. Je me sens beaucoup mieux au Japon, et encore une fois, même s'il peut y avoir bien sûr des petits côtés pas bien, des petits côtés noirs au Japon, aucun pays n'est parfait, moi je me sens quand même beaucoup mieux au Japon par rapport à moi, par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je ressens, et j'échangerai ça pour rien au monde. Donc voilà, sujet un petit peu compliqué, je pense que j'en ferai certainement une vidéo, un de ces quatre, mais dans tous les cas, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, la prochaine question nous vient de Light Ichigo du Sud. Tu mélanges pas mal de références dans ton pseudo là, j'aime bien. Est-ce que tu vas proposer d'autres covers de chansons et est-ce que ta voix est beaucoup traitée? Alors cette question là c'est certainement par rapport à la vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines où je reprenais les chansons que vous m'aviez proposées sur Instagram, etc. D'ailleurs si vous avez toujours pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la checker. Faut savoir que moi la musique, c'est très important pour moi. La musique j'en ai toujours fait depuis que j'étais petit. C'est un de mes travaux d'ailleurs. Il faut savoir que je suis professionnel dans la musique. Je fais pas juste des covers comme ça, c'est mon boulot. C'est-à-dire que moi je suis signé en tant qu'artiste dans un label qui s'appelle Chaos, qui est un label suédois, le label de mon meilleur ami Yoshio, pour ceux qui connaissent. Et de ce fait, la musique c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. J'adore chanter, j'adore produire de la musique, j'adore aller sur scène, j'adore faire des concerts, même si en ce moment on peut pas trop en faire forcément. Et du coup voilà, la musique c'est quelque chose de très important pour moi, et c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo sur la chaîne où je vous proposais un contenu musical, parce que j'ai mon autre chaîne Mitsugi sur lequel je propose déjà ce genre de contenu, mais j'avais envie aussi de montrer ça à cette communauté, la communauté de la chaîne Mitsu. Donc du coup, pour répondre à ta question, est-ce que je vais refaire des covers, est-ce que je vais refaire des vidéos comme celle-là? Je t'avoue, je sais pas encore, parce que la vidéo elle a pas beaucoup marché, je crois qu'elle est à combien, 20 000 vues ou 25 000 vues, ce qui est pas beaucoup pour cette chaîne-ci en tout cas, et je suis pas vraiment sûr que la majorité de la communauté en fait soit vraiment intéressée par un contenu musical sur cette chaîne-ci en tout cas. Donc moi dans tous les cas, des covers je vais en faire sur la chaîne Mitsugi, sur mon autre chaîne qui est ma chaîne musicale de base, et sur cette chaîne-ci, écoutez, là pour l'instant je sais pas, peut-être un de ces quatre, si j'arrive à trouver un format où ça se prête bien, un format qui vous intéresserait peut-être un petit peu plus, pourquoi pas vous reproposer quelque chose comme ça. Encore une fois, moi j'avais bien envie de faire par exemple une vidéo où je reprends vos musiques d'animés préférés ou des trucs comme ça. Je pense qu'il y a moyen quand même de faire matcher cette chaîne avec un contenu un peu musical, mais voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées, moi ça m'intéresse dans tous les cas. Et sinon, est-ce que ma voix est beaucoup traitée? Pas vraiment. C'est-à-dire qu'une voix dans tous les cas elle est toujours traitée, forcément. Peu importe la musique que vous allez écouter, il n'y a pas que l'autotune. Ce que vous appelez l'autotune, c'est quand c'est poussé à fond et que vraiment ça fait une voix robotique. Mais il faut savoir que l'autotune est utilisé partout, dans toutes les musiques, que ce soit du rock, de la pop, du funk. Il n'y a pas que le rap ou le R&B qui utilise l'autotune. Tout le monde l'utilise. Et donc moi dans la dernière vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines, donc j'ai quasiment rien retouché en vrai. Il y a juste un moment, je crois que j'avais eu un clip. Le clip c'est quand je suis trop près du micro et que du coup ça fait comme ça. Donc ça j'ai juste essayé de le corriger un peu en post-prod parce que c'était pas joli à l'oreille. Mais à part ça, ma voix elle est pas retouchée dans cette vidéo là en tout cas. Après quand je sors des musiques qui sortent avec mon label, c'est vrai que les musiques que vous pouvez aller écouter sur Spotify, etc. Bien sûr que la voix est un petit peu retouchée. Mais attention, retoucher une voix, ça veut pas dire que la voix est moche au départ. C'est juste l'embellir, lui mettre de l'écho, lui mettre de la reverb, faire en sorte qu'elle soit bien dans le mix, peut-être corriger les petits degrés comme ça de quand la voix elle est pas suffisamment bien mise. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, mais c'est un peu l'équivalent d'un Photoshop par exemple. C'est l'équivalent d'enlever un bouton sur Photoshop ou. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très normal dans la musique, beaucoup plus que vous le pensez, tout le monde le fait. Enfin voilà, c'est un sujet un petit peu complexe, je vais pas vous donner trop de charabia non plus. Mais du coup voilà, est-ce que c'est traité? Dans mes chansons oui, dans les vidéos non. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et du coup, dernière question ici, avant qu'on bouge à Paris, elle nous vient de Louak88 qui nous dit avec quel kanji t'écris Mitsu? On a vu les deux de Tetsudo au début de son clip, du coup je me posais la question. Alors déjà une chose, mon nom c'est pas Mitsu, mon nom c'est Mitsugi. Pourquoi j'ai appelé cette chaîne Mitsu? C'est parce que tous les Français, tous les Anglais, enfin les personnes qui ne sont pas japonaises m'appellent Mitsu la plupart du temps parce que c'est plus simple que de dire Mitsugi. À part Louis. Louis il aime bien m'appeler Mitsugi lui. Mitsugi? Incroyable, je l'appelle, il apparaît. Est-ce qu'on appelle le Mitsu? Et du coup pour en revenir à ce que je disais, mon nom complet c'est Mitsugi. À savoir qu'il y a 2 kanji, il y a le kanji de Mitsu et le kanji de Gi. Le kanji de Mitsu, c'est celui-ci qui est le kanji de la lumière, et le kanji de Gi, c'est celui-ci qui est le kanji de la justice. D'ailleurs, petite anecdote, ces 2 kanji-là, la plupart du temps, ils sont prononcés Mitsuyoshi, ils sont pas prononcés Mitsugi, et j'ai le fils d'une amie qui s'appelle Mitsuyoshi avec les mêmes kanji que moi, et c'est assez drôle en fait. Donc Mitsugi, c'est assez rare. Avec ces 2 kanji-là, Mitsugi, c'est assez rare. Mais du coup, voilà, maintenant vous savez comment écrire mon prénom en japonais. Et du coup voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais aller me promener un petit peu dans l'aéroport, je vais me reposer un petit peu aussi, je suis pas mal claqué, il est 4h, 5h du matin ici. Et du coup, direction Paris. Ouh, je suis excité. Je prends une petite pause, café et croissant.
arrivé en France. Actuellement je suis à Paris, je suis pas loin de la gare Montparnasse parce qu'en fait je vais tout de suite redescendre dans le sud, je reste vraiment pas longtemps à Paris. Mais voilà, je suis bien arrivé en France, tout s'est bien passé, je suis très content d'être là. Ça fait bizarre de revoir la France après aussi longtemps. D'ailleurs vite fait, petite anecdote avant de continuer de répondre à vos questions. Sur l'allée de Abu Dhabi jusqu'à Paris, il y avait un gars qui était assis à côté de moi et en fait c'est un gars qui habite en Corée, qui a déjà rencontré Papsan, etc. Et du coup on a pas mal sympathisé dans l'avion avec ce gars-là. Et une fois arrivé à Paris, normalement il y avait une longue queue en fait, jusqu'à la douane, etc. Il y en avait au moins pour 45 minutes, voire 1 heure de queue. Et en fait lui il y a sa sœur qui travaille à l'aéroport Charles de Gaulle qui était venue le chercher et du coup elle nous a fait passer en soum soum comme ça. On a pu passer en genre 5 minutes. À peine arrivé à Paris déjà, on me traite comme un roi. J'étais content. Du coup si vous regardez la vidéo, merci à vous deux, c'est vraiment trop cool de votre part. Sur ce, on perd pas plus de temps, je continue de répondre à vos questions. Alors la prochaine question elle nous vient de Konnichiwa Kanami. Donc bonjour à toi avec ce joli nom japonais. Quel sentiment ça te procure d'avoir ta communauté qui s'agrandit? Alors je vous avoue c'est assez incroyable, je m'en rends vraiment pas compte parce que mine de rien ça fait pas longtemps que j'ai commencé YouTube, ça fait quoi 6 mois à l'heure où je vous parle, et en 6 mois on est déjà 75 000 sur la chaîne YouTube, 18 000 sur mon Instagram, c'est fou en fait. Et surtout en fait moi ce qui me fait le plus plaisir c'est de voir à quel point j'ai une communauté qui est gentille, qui est agréable, qui me soutient dans mes projets et surtout une communauté qui est active. C'est-à-dire que peu importe ce que je fais, vous êtes là, vous me soutenez, vous êtes tous super gentils et en plus vous me ressemblez pas mal. C'est-à-dire que moi, le premier truc qui m'a choqué sur Instagram, c'est quand je faisais des lives Instagram, je me suis rendu compte que y a pas mal de gens qui écoutent un peu la même musique que moi, il y a pas mal de gens qui apprécient les mêmes choses que moi et c'est vrai que ça me fait grave plaisir en fait de vous avoir tous là, de pouvoir partager tout ça avec vous. C'est une aventure que j'ai commencé là en début d'année et elle est pas prête de s'arrêter et du coup je vous remercie tous. Vraiment je vous remercie du fond du cœur parce que c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous. Alors la prochaine question nous vient de Rigai. Encore une fois, je sais pas si j'ai bien prononcé, désolé si je me suis trompé. Un des meilleurs moments de ta vie, la bise et merci pour tes vidéos. Alors déjà merci à toi, merci pour le compliment, c'est très gentil de ta part. Et du coup un des meilleurs moments de ma vie, je vous avoue, en vrai, j'en ai eu beaucoup. Des meilleurs moments de ma vie, j'en ai eu vraiment beaucoup. Le fait de venir au Japon, j'ai eu toutes les rencontres que j'ai faites ici. Chacune d'entre elles en fait c'est un des meilleurs moments de ma vie. C'est-à-dire quand je m'en souviens, je me dis waouh, c'était fou quand même. Le fait de rencontrer le manager de l'Arc-en-Ciel dans le bar, si jamais vous avez vu la vidéo sur l'effet papillon, vous savez de quoi je parle. La rencontre avec Louis, la rencontre avec Tev, la rencontre avec d'autres amis, la rencontre avec Yukio aussi. Enfin voilà, j'ai vécu des moments incroyables dans ma vie, mais je vais pas vous mentir, le moment le plus fou de ma vie c'est en ce moment. Et vraiment je le ressens de plus en plus. C'est incroyable en fait, tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui changent dans ma vie. Je viens de passer mes 30 ans, mais je suis vraiment content en fait d'avoir passé mes 30 ans à ce moment-là de ma vie. Parce que voilà, je suis grave heureux en fait. Je suis grave heureux, il m'arrive que des trucs cool en ce moment. La trentaine c'est quand même un cap, tu peux bien le prendre, tu peux mal le prendre, il y a des gens qui le vivent assez mal. Et moi je suis vraiment content que tout ça arrive à ce moment-là de ma vie, au moment où je passe mes 30 ans, parce que je me dis waouh, voilà, c'est tout ce que j'ai accompli dans ma vie m'a amené à ce moment précis. Et voilà, je pense qu'il va se passer encore plein de choses cool à partir de maintenant. Et je me dis waouh, c'est assez incroyable. Ça a l'air bateau, dit comme ça a vraiment l'air bateau. Mais c'est une réalité, je ressens vraiment les choses comme ça. Et donc encore une fois, juste merci à vous tous. Je vais pas le dire trop souvent quand même, parce qu'après ça fait forceur. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je ressens et j'avais besoin de le partager avec vous. Dans tous les cas, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, prochaine question, elle nous vient de SHRZ57. Je sais pas s'il y a une prononciation particulière. Désolé. Dis-nous Mitsu, c'était quoi ton job de rêve étant enfant? Now you're doing so many things. C'est vrai que maintenant je fais beaucoup de choses. Je fais même trop de choses entre YouTube, le modeling, la musique, la narration. La dernière fois j'étais même directeur de narration. Enfin voilà, je fais vraiment beaucoup de choses. Mais quand j'étais tout petit, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. J'en avais parlé dans la vidéo où je vous expliquais mes 10 ans au Japon. En fait moi quand j'étais tout petit, j'avais envie de devenir créateur de jeux vidéo. Ma maman m'avait acheté la Super Nintendo quand j'étais petit et la Game Boy ensuite. Et dès que j'ai compris que c'était au Japon, je me suis dit voilà, c'est ça que je fais en fait. Je vais créer des jeux vidéo au Japon. Et là j'avais genre 4-5 ans à cette époque-là, donc je vous dis, c'est vraiment depuis que j'étais tout petit. Le problème étant que je suis nul, mais je suis éclaté à dessiner. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, j'arrive pas à faire de design, j'arrive pas à créer de personnages, j'ai des idées en tête, j'ai des idées d'histoire, des idées de gameplay, des trucs comme ça, mais je savais pas le mettre en forme. Du coup, j'ai petit à petit abandonné cette idée-là et je me suis lancé dans la musique. C'est la musique qui m'a vraiment amené à venir au Japon par derrière. Et ensuite, le modeling, l'acting et maintenant YouTube. Enfin voilà, c'est pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie. J'ai beaucoup changé, mine de rien. Mais du coup, voilà, mon rêve, mon travail de rêve quand j'étais petit, c'était de devenir créateur de jeux vidéo. Voilà. Ensuite, une prochaine question qui nous vient de Mademoiselle Lucie. Enchantée Lucie. À part le Japon, tu devrais habiter dans quel pays? Continue ce que tu fais, c'est génial. Merci beaucoup, c'est vraiment trop gentil. Alors ça c'est une question qu'on m'a déjà pas mal posée sur mes lives Instagram, sur mes lives Twitch, et j'y ai déjà pas mal répondu, mais c'est peut-être la première fois que je réponds sur la chaîne. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, voilà, je surkiffe le Japon, je me verrais vivre nulle part
ailleurs que le Japon parce que j'adore ma vie au Japon. J'ai mes amis, j'ai mon travail, j'ai tout ce qui fait ce que je suis actuellement, c'est au Japon. Donc je me verrais pas vivre ailleurs. Mais si j'habitais pas au Japon, où est-ce que j'habiterais? Je me suis déjà posé cette question en fait. Malheureusement, ce serait pas la France. Ce serait pas la France. Je pense pas que je pourrais réhabiter en France sur la longue durée. Venir comme ça de temps en temps, c'est super agréable et j'adore vraiment. Là, je suis bien. Là, je suis posé dans un petit parc, il y a des enfants qui jouent à côté, c'est trop cool. Mais par contre, vivre en France, je pense que je pourrais plus en fait. Et du coup, des pays où j'aimerais beaucoup habiter, il faut savoir que moi j'aime beaucoup l'Espagne de base. L'Espagne, c'est vraiment un pays que j'aime beaucoup. J'ai été un peu en Espagne quand j'étais petit et c'est vraiment un pays qui m'attire. Voilà, j'aime la langue, j'aime les gens là-bas. Donc l'Espagne serait un choix que je pourrais faire si j'avais habité quelque part. D'ailleurs, je pense que si j'étais pas allé au Japon à 19 ans, je serais certainement allé en Espagne parce que je serais pas resté en France dans tous les cas. Mais par contre, plus que l'Espagne, un endroit où j'ai vraiment limite envie d'habiter, limite je me dis, allez partir un an là-bas, pourquoi pas, même aujourd'hui, ce serait le Canada. J'adore le Canada, mais vraiment je trouve que le Canada c'est un pays qui est assez proche du Japon, mine de rien, au niveau de la mentalité. C'est-à-dire que les gens là-bas sont gentils, c'est agréable, le système de vie est quand même assez cool, assez posé. Et surtout du coup le Québec, j'aimerais vraiment aller au Québec, j'ai des amis qui habitent à Québec, etc. Et j'ai déjà essayé d'y aller en vacances, si possible, ce serait déjà cool. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un endroit où potentiellement je pourrais habiter. Voilà. Je sais pas trop quoi rajouter parce que j'ai pas été au Canada encore. C'est juste vraiment une image que j'ai et un retour que j'ai des gens, des amis qui habitent là-bas. Mais voilà, dans tous les cas, pour répondre une dernière fois à ta question, où est-ce que j'habiterais? Soit en Espagne, soit au Canada, je pense. Voilà. Et du coup, dernière question, avant qu'on bouge encore une fois, il est long ce voyage, il est long. C'est que sur toute la longueur du voyage, je crois que je vais être à 36 heures. De mon départ à Tokyo jusqu'à mon arrivée dans le sud. Regardez la tête que j'ai, je suis crevé. Du coup, dernière question avant qu'on bouge, c'est une question de Aoi Tori 2. Que représente l'amour pour toi dans ta vie? Crois-tu au grand amour avec un grand A? Qu'est-ce que ça représente l'amour pour moi? C'est vrai que c'est une grande question. Une question qui est dure à répondre, mine de rien. Je pense que de par les expériences que j'ai faites jusqu'à maintenant, c'est très bateau ce que je vais vous dire. C'est très bateau parce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Je pense que voilà, il y a pas mal de gens qui l'ont déjà dit. Vous avez lu des bouquins là-dessus. C'est un petit peu ce que vous voyez dans les films, etc. Mais pour moi, l'amour, c'est vraiment une question de partage. C'est vraiment une question de compréhension. Et je pense vraiment que c'est une question d'équilibre avant tout. Tu peux aimer une personne. Si la personne, elle t'aime pas de la même façon en retour, si vous n'arrivez pas à avoir un échange intéressant entre vous, etc. Ça va pas forcément coller, vous allez avoir un amour qui est assez plat, pas forcément à sens unique, mais ce sera pas un amour inconditionnel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, quand je regarde les relations que j'ai eues jusqu'à maintenant, à savoir que j'ai eu des longues relations, j'ai pas eu beaucoup de petites relations. J'ai une première relation quand j'étais en France qui a duré quelques années, j'ai une autre relation quand je suis arrivé au Japon qui a duré 7 ans, mine de rien, une autre qui a duré 3 ans derrière, et du coup là j'en arrive aujourd'hui. Et la chose que j'ai remarqué, c'est que vraiment le partage, la communication, l'échange et la compréhension, c'est hyper important. Et c'est très bateau encore une fois ce que je vous dis, mais c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire que la personne en face de nous n'est pas nous. Ce ne sera jamais nous. Il faut savoir comprendre et accepter quelle personne c'est, savoir qu'elle a des goûts différents, qu'elle réfléchit peut-être d'une manière différente, qu'elle agit d'une manière différente. Voilà, c'est pas quelque chose qui est anti-amour, c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. C'est une bonne chose d'être différent. Tout ce qu'il faut en fait, c'est savoir écouter cette personne et que cette personne sache nous écouter nous aussi. Et c'est à partir du moment où on va avoir cette notion de relation, cette notion de partage, on va pouvoir se dire les choses, même quand on n'est pas d'accord. C'est à partir de là qu'on va vraiment avoir un véritable amour qui va naître. Et c'est quelque chose que j'ai vécu et pas vécu en même temps. C'est-à-dire que les personnes avec qui j'étais jusque maintenant, j'ai essayé d'avoir cette notion de partage avec elles. Et des fois, ça ne fonctionnait pas vraiment. Ou des fois, sur la longueur, ça ne durait pas. Il y a un moment où ça bloquait un petit peu. Et c'est ça qui a fait que ça n'a pas pu durer plus longtemps que ce que ça a duré. Mais moi, je reste quand même assez convaincu que voilà, cette notion de partage, cette notion de compréhension envers l'autre, elle est très très importante. Et tout ce que je vous souhaite, c'est vous de faire la même chose, de vivre ça, d'avoir un amour avec un grand A, un amour inconditionnel. Et parce que je pense que tout le monde le mérite et tout le monde en est capable. Il suffit juste de savoir un petit peu s'ouvrir aux autres, s'ouvrir l'esprit. Et voilà. Et c'est bateau tout ce que je vous dis, c'est hyper bateau. Là, il y a des gens autour de moi, ils doivent se dire mais c'est qui ce mec, il est ultra relou. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que moi je ressens. Et du coup, je mets juste 2 petites parenthèses, une seconde pour préciser, pour annoncer au monde entier que je ne suis plus célibataire. Et en plus, elle n'est pas japonaise. Voilà, fermeture des parenthèses. Et juste avant de repartir, hop là. La bière française, ça n'a rien à voir quand même.
Donc voilà, je suis bien arrivé en France. J'ai dû faire une petite ellipse parce que j'avais plus assez de batterie dans mon appareil. Donc là on est arrivé voilà au chez moi en France, donc près de Bordeaux. Je vais pas dire exactement où c'est, je vais pas vous donner mon adresse non plus, je vous connais. C'est très cool, il y a une petite piscine là-bas, il y a voilà, c'est beau, il y a un grand jardin, la maison elle est grande, franchement c'est exceptionnel. C'est la première fois que je viens dans cette maison là. Ma maman a déménagé il y a quelques années après que moi je sois retourné au Japon. Je suis pas revenu entre temps. Là j'ai pu revoir ma maman, là je vais aller voir mon petit frère juste après. On va faire quoi là? Faire du garde. Apparemment ils ont fait plein de cadeaux pour mon anniversaire et tout, enfin voilà, on me régale. Depuis que je suis arrivé en France là, on me régale, c'est génial. Enfin voilà, du coup on va profiter de ce magnifique cadre et maintenant je vais continuer et finir de répondre à vos questions. Alors la prochaine question elle nous vient de Cécile Launay35 qui nous dit: est-ce que les japonais t'appellent Mitsu ou par ton prénom? Alors en fait ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que pour moi Mitsugi c'est mon nom à part entière, de la même manière que j'ai mon nom français, c'est mon nom japonais. Ce qui fait que oui, les gens m'appellent Mitsu dans la vie de tous les jours, et c'est pour ça que j'ai nommé cette chaîne Mitsu. C'est plus qu'un simple pseudonyme pour internet si vous voulez, c'est vraiment mon prénom dans la vie de tous les jours. Et en ce qui concerne les japonais, ça va dépendre des gens, mais la plupart m'appellent Mit-chan. C'est-à-dire que vous savez, en japonais on a des suffixes qu'on peut accrocher au nom, on va avoir san par exemple pour dire monsieur, madame, chan pour justement moi Mit-chan, on va avoir kun aussi qui est souvent attribué aux garçons, on va avoir sama pour voilà les personnes qui sont un petit peu au-dessus de nous hiérarchiquement parlant on va dire. Et du coup voilà, moi les gens en fait qui prennent Mitsu-chan, ça fait Mit-chan, et c'est comme ça que les gens m'appellent la plupart du temps au Japon. D'ailleurs c'est marrant parce que même à la télévision maintenant les gens m'appellent Mit-chan. C'est-à-dire que quand je passe dans des émissions de télé, quand je faisais mes reportages aussi avant, pour les guests de la télévision, moi j'étais Mit-chan. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu particulier, je peux comprendre que ça amuse certains d'entre vous, mais du coup voilà, mon prénom c'est Mitsugi et du coup Mit-chan. Et après j'ai un prénom français, et celui-là vous le savez, je vous l'annoncerai au 100K. Du coup la prochaine question nous vient de La Rêverie Lu. Est-ce que c'est comme ça que ça se prononce? Si tu peux gagner ta vie grâce à YouTube, est-ce que tu arrêterais ce que tu fais à côté? Mannequin, etc. Alors celle-là j'y ai un petit peu répondu tout à l'heure dans une autre question. Actuellement c'est déjà un petit peu ce qui arrive. C'est-à-dire qu'à cause du Covid, tout ce qui est tournage pour la télévision, etc. C'est soit reporté, soit annulé, on a vraiment pas beaucoup de tournage en ce moment. Et du coup YouTube ça devient un petit peu là, depuis le début de l'année, mon revenu principal. C'est-à-dire que là l'argent qui me fait vivre c'est surtout l'argent YouTube ces derniers mois. Putain de moustique! Je sais pas ce que c'est là, mais ça j'aime pas. Par contre, est-ce que j'ai envie d'arrêter mon métier de mannequin, mon métier de modèle, mon métier d'acteur? Pas du tout. C'est vraiment un métier qui me plaît, c'est un métier que j'ai envie de continuer. Et le but, là, je suis vraiment en train de voir en ce moment pour essayer un petit peu de faire matcher les deux. Par exemple, de pouvoir faire peut-être plus de reportages télévision, mais sur ma chaîne YouTube. Peut-être pouvoir faire quelques sponsors avec la télévision ou avec des marques ici au Japon, etc. Enfin, ici au Japon, là-bas au Japon, du coup, là, je suis en France. C'est un peu bizarre de le dire. Mais voilà, dans aucun cas, j'ai envie d'arrêter mon travail. Par contre, j'ai vraiment envie d'atteindre un équilibre entre ce que je fais sur YouTube et ce que je fais, du coup, pour la télévision japonaise. C'est quelque chose qui serait vraiment cool à faire et c'est quelque chose qui moi m'intéresserait beaucoup et je pense que c'est vers ça que je vais essayer de me diriger à présent. Donc voilà, c'est encore un petit peu le bordel, j'ai encore plein de choses à tenter, c'est le début de cette grande histoire qu'on est en train d'écrire tous ensemble, mais voilà, j'ai plein de rêves et je vais tout faire pour réussir à les réaliser. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors ensuite, prochaine question nous vient de chez Soso. Je crois que j'avais déjà répondu à une de tes questions, ça me dit quelque chose. Comptes-tu refaire des behind the scenes comme celui de Tetsuro? C'était génial. Déjà, merci beaucoup. Alors pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, c'est-à-dire qu'il y a Tetsuro que vous connaissez, que vous avez vu dans les vidéos Fast and Furious, etc. et que vous voyez surtout sur Ici Japon Corp. Et donc Tetsuro, il est rappeur, il est musicien, il vient de sortir son nouvel album, d'ailleurs n'hésitez pas à aller checker ça, c'est sur Spotify, Apple Music, Deezer, c'est partout. Et du coup il y a 2-3 semaines on a tourné son nouveau clip, le clip de Lego qui est le titre phare de l'album, et moi j'en ai profité pour faire un behind the scene. Donc un behind the scene c'est quoi? C'est un making of de comment s'est déroulé le tournage. Et comme vous le savez, moi c'est un petit peu mon métier en fait, tout ce qui est justement acting, tout ce qui est tournage, etc. C'est ce que je fais depuis des années maintenant, et ça faisait super longtemps que j'avais envie de vous proposer sur cette chaîne en fait, un contenu où je vous montre un petit peu comment ça se déroule un tournage au Japon. Surtout que là en plus c'était vraiment intéressant parce que le clip de Tetsuro c'est un plan séquence, c'est-à-dire que du début à la fin il n'y a pas de cut, on coupe jamais la caméra, tout est un enchaînement, tout est dans le timing, etc. et c'est vraiment super intéressant. Et du coup j'en ai fait une vidéo, donc si certains d'entre vous n'ont pas encore vu cette vidéo, vraiment allez checker ça si ça vous intéresse un petit peu de voir comment on tourne des clips à Tokyo. Et du coup est-ce que j'ai envie d'en faire d'autres? Carrément parce que c'est vraiment un petit peu, c'est mon métier, encore une fois c'est mon métier, c'est ce que moi je kiffe le plus au monde, c'est les tournages, et du coup pouvoir vous montrer un petit peu plus dans les détails comme ça comment ça se passe des tournages, peu importe le type de tournage, tout ça c'est vraiment une de mes passions à part entière et j'avais vraiment envie de vous montrer ça. Là j'ai pu le faire pour un clip, le but c'est que la prochaine fois j'arrive à vous faire ça pour la télévision japonaise ou... Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine là et ouais ce serait carrément un kiff de pouvoir vous proposer un petit peu plus de contenu comme celui-là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez vu la vidéo, si c'est pas encore fait, allez la checker et vraiment voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît, vous en faites pas, j'en faire plein. Alors la prochaine question nous vient de Julie Ashcore qui nous dit: est-il vrai que si on n'a pas Bac+3, c'est impossible de vivre au Japon?
Alors là, ça mérite un débunkage. En gros, vous avez différents types de visas au Japon. Vous avez le visa travail, qui est le visa un petit peu général quand vous voulez vivre au Japon. C'est-à-dire que voilà, vous allez trouver un travail au Japon, la compagnie dans laquelle vous allez travailler va vous sponsoriser un visa, qui sera un visa qui définira seulement le domaine dans lequel vous travaillez. Par exemple, si vous êtes ingénieur, vous allez avoir un visa travail ingénierie. Vous pouvez pas faire n'importe quel boulot avec un visa travail. Les visas, ils sont très définis au Japon. Et il est vrai que ce visa-là, le visa travail en particulier, peu importe le domaine dans lequel vous allez travailler, il demande d'avoir un bac plus 3. Mais ça peut être un bac plus 3 pour n'importe quoi en fait. On vous demande pas d'avoir un bac plus 3 de ça pour faire ça. C'est-à-dire que quand vous allez faire la demande de visa auprès de l'immigration, ils vont vous demander vos diplômes et il faut avoir au moins un bac plus 3 pour pouvoir acquérir ce visa en principe. Parce que voilà, il y a toujours moyen de passer un petit peu à travers les mailles du filet. Je connais certaines personnes, des amis à moi qui ont réussi sans avoir un bac plus 3 à avoir un visa travail. Ça peut fonctionner, c'est un petit peu compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je les ai pas. Moi, j'ai jamais eu de visa de travail, j'ai toujours eu des visas moi freelance, des visas entertainment. Et du coup voilà, c'est vrai que normalement il faut un bac plus 3 pour avoir ce visa travail, mais il y a quand même moyen de passer à travers les mailles du filet. Et ensuite, est-ce que c'est obligatoire pour vivre au Japon? Bah non, parce qu'en fait il existe plein d'autres visas. Déjà vous avez le visa étudiant qui vous permet de venir au Japon pour étudier, donc que ce soit la langue japonaise, que ce soit autre chose. J'ai des amis à moi qui étaient à Todai, qui est quand même la plus grosse université japonaise, donc voilà, vous pouvez avoir un visa étudiant qui vous permet de faire vos études au Japon. Déjà ça c'est très cool. Ensuite vous avez des visas culturels, vous avez le visa entertainment qui est celui que moi j'ai, qui me permet de faire les travails de l'audiovisuel, de la télévision, du modeling, etc. Et il y a plein d'autres visas qui existent en fait, il n'y a pas que le visa travail et c'est tout. Donc est-ce qu'il faut un bac plus 3 pour vivre au Japon? Bah pas forcément. Moi par exemple j'ai arrêté à bac plus 1, mais je vis au Japon depuis 10 ans maintenant. Donc non, t'as vraiment d'autres manières en fait de pouvoir vivre au Japon. Et du coup je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'aller peut-être checker sur internet, sur le site de l'ambassade par exemple, quel type de visa existe dans les détails pour voir lequel pourrait correspondre à ce que vous avez envie de faire. Voilà, je pense que vous pouvez avoir toutes les réponses sur le site de l'ambassade, donc je vous conseille d'aller checker ça. Et du coup la dernière question pour aujourd'hui, elle nous vient de Apple Green Eyes qui nous dit: es-tu plus attiré par les françaises ou les japonaises, physiquement et personnalité? Alors, question très intéressante. Alors je pense que j'y avais déjà répondu un petit peu dans une ancienne vidéo. Moi jusqu'à maintenant, c'est pas vraiment une question d'attirance, enfin ça l'est un petit peu forcément, mais c'est que les personnes dont je suis tombé amoureux, les personnes que j'ai vraiment aimées dans ma vie, elles étaient japonaises. C'est-à-dire que voilà, ma première grosse histoire d'amour c'était en France juste avant de venir au Japon. Ensuite j'ai une longue histoire d'amour qui a duré 6-7 ans en arrivant au Japon. J'en ai une autre de 3 ans derrière. Et les 3 c'était des japonaises en fait. Et du coup j'ai toujours pensé en fait que j'étais plus attiré par les japonaises, que ce soit au niveau de la façon de penser, parce que c'est vrai que j'ai une façon de penser qui est assez japonaise. Si vous demandez à Tev, si vous demandez à Louis, tout le monde vous le dira. J'ai vraiment ce côté très japonais dans ma tête, qui se mélange bien avec mon côté français quand même. J'arrive à faire la part des choses. Et donc forcément, je m'entendais bien avec les japonaises. Et je me suis toujours dit que voilà, est-ce que le caractère japonais c'est pas le caractère qui me va le mieux dans un couple en fait. Et du coup j'ai eu 3 grosses histoires d'amour et elles se sont toutes terminées, plus ou moins bien d'ailleurs. Pour ceux qui ont la référence, R.I.P. Maddox Martins. Et d'un autre côté j'ai toujours eu un petit peu peur d'avoir une relation avec une française. Vraiment j'avais ce sentiment que le côté français était trop fort et que ça matcherait pas avec mon côté qui était un petit peu français et beaucoup japonais quand même. Donc je me suis toujours un petit peu bloqué tout seul en fait en me disant de toute façon les françaises ça va bloquer un moment, ça marchera pas. Enfin voilà, j'étais vraiment bloqué, je me disais je pense qu'une relation fonctionnerait mieux avec une japonaise qu'une française. Sauf que voilà, depuis quelques semaines maintenant, je l'avais dit tout à l'heure dans une autre question aussi, je ne suis plus célibataire et c'est une jolie française. Et écoutez, ça se passe super bien. À savoir que cette personne elle est un petit peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle a vraiment un côté japonais qui est très présent, en plus du côté français, et je me dis en fait c'est le meilleur match, on se ressemble beaucoup en fait. C'est que voilà, moi j'ai vraiment ce côté, je suis 50% japonais, 50% français dans ma mentalité, et elle a vraiment ça aussi, et du coup on se comprend tous les deux en fait. Et en fait je me dis, peut-être c'est ça en fait qu'il me fallait. C'est pas une 100% japonaise ou une 100% française, c'est un peu un mix des deux. Et écoutez, là ça se passe super bien pour moi, je suis très heureux, c'est très cool, et j'espère que ça va durer. Donc voilà, beaucoup de révélations dans cette vidéo mine de rien, mais j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Du coup voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Merci encore une fois à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. On a beaucoup voyagé cette fois, on a beaucoup voyagé. On est quand même parti de Tokyo, on était jusqu'à Abu Dhabi. À partir d'Abu Dhabi on a été à Paris, à partir de Paris là maintenant on est autour de Bordeaux. Enfin voilà, c'est assez incroyable et je suis content d'avoir pu vous proposer cette vidéo. Encore une fois, si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à me marquer ça dans les commentaires. Je lis tous vos commentaires, donc n'hésitez pas vraiment. Et sinon n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon Instagram, je fais pas mal de choses dessus, je fais des lives, je fais souvent des questions-réponses. Enfin voilà, la communauté grandit beaucoup sur Instagram, on fait beaucoup de choses cool là-bas, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et sinon comme d'habitude, je vous laisse mettre le commentaire, le pouce bleu, l'abonnement, le partage. Partagez les vidéos, c'est le plus important. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, toujours ici en France, pour une nouvelle vidéo. C'était Mitsu, bye.